Ça va être maintenant à Gaël et Marc de venir nous faire une petite présentation sur les échecs en chirurgie du rachis, parce que malheureusement, on a vu ce matin qu'il y a des complications, il y a aussi des échecs, et comment les analyser et comment y remédier. Juste pour les présentateurs, il faut bien mettre le micro, vu que c'est transmis sur Internet, près de la bouche, pour que les internautes puissent nous entendre. Et quand il y a des questions dans la salle, il ne faut pas hésiter à attendre le micro, sinon nos collègues n'entendent rien. Donc, je laisse la place à Marc. Bon, merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Donc, on nous avait demandé avec Gaël de parler donc, dans les échecs de chirurgie, il y a notamment le traitement de la douleur neuropathique et son traitement. Donc, on va articuler le topo en deux phases. Il va y avoir la phase d'abord du cas clinique, on va être plongé dans la réalité chirurgicale de tous les jours. Puis ensuite, Gaël va nous parler du traitement que moi, chirurgien orthopédiste, je connais pas bien du tout, qui est le traitement chirurgical de la douleur neuropathique. Alors, vous voyez, c'est un cas qui date de 2014. C'est une patiente, à l'époque, elle avait 52 ans, et elle vient nous voir pour cruralgie droite depuis 1 an en échec de traitement. Elle avait déjà une cruralgie avant, mais elle a été opérée 9 mois auparavant d'une chirurgie gynécologique de promontofixation. Si vous regardez tout à l'heure, vous verrez les petits clips qui sont mis sur le promontoire. Et ça a aggravé encore ces douleurs de cruralgie, plus une hyperactivité vésicale. Donc là, j'ai zoomé sur la radiographie de face et de profil. Donc vous voyez sur la face et le profil, vous voyez donc une scoliose avec un petit spondyloesthésis, ou une petite dislocation, on pourrait dire, à l'étage L4, L5. Sur l'IRM, si vous regardez la coupe parasagittale, vous voyez une sténose foraminale du côté droit, bien concordante avec la symptomatologie de la patiente. Comme la patiente n'avait pas eu encore d'infiltration foraminale, on lui a fait une infiltration foraminale qui n'a pas fonctionné. Comme on avait aussi tenté le corset, et malgré tout cela, pas d'amélioration, donc décision chirurgicale. Comme elle avait eu une ménopause précoce, on avait fait quand même une ostéodensitométrie qui était correcte. Donc finalement, on lui a proposé une arthrodèse circonférentielle, un temps postérieur avec un abord combiné prépsoatique, L4, L5, par Olive. Donc ça, c'est le post-opératoire immédiat. Mars 2015, elle va à peu près bien. La cruralgie a été franchement améliorée. Elle avait beaucoup de problèmes avec sa vessie, son hyperactivité vésicale. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'hyperactivité vésicale, mais toujours est-il qu'elle se faisait des autosondages. Donc, elle galérait beaucoup avec ses douleurs pelviennes. Là, vous avez l'IRM. Là, c'est en préopératoire, le foramen L4, L5 droit. Et là, vous avez le foramen L4, L5 droit en post-opératoire. À 9 mois post-opératoire, vous voyez ce petit boîtier que je ne connaissais pas. C'est un neurostimulateur pour l'hyperactivité vésicale qu'on met, je pense, ça doit être une électrode dans le troisième, dans le foramen S3, je pense. Puis, je la revois, donc on est aux alentours de 1 an post-opératoire, je la vois avec une récidive de cruralgie droite. Là, elle me dit c'est exactement la même douleur qu'avant l'intervention chirurgicale. Et rebelote, douleur, cruralgie majeure, sous morphine, etc. Si vous regardez le post-opératoire immédiat, c'est intéressant de voir chez cette patiente scoliotique, de voir un petit peu que ces disques, en seulement 1 an, se sont dégradés au-dessus, avec un pincement unilatéral droit. Donc quand on voit la radio, on se dit que peut-être il y a une sténose foraminale sous-jacente. Et effectivement, ici, vous voyez sur l'IRM, maintenant, on peut plus regarder le foramen sous-jacent en post-opératoire immédiat. Et on voit le foramen, j'ai essayé de vous trouver la coupe la plus parlante en parasagittale. Ici, à 1 an, on voit qu'il y a une sténose foraminale droite.
Donc finalement, on a décidé de lui faire une prolongation de son arthrodèse. Alors pour les petits détails techniques, comme j'avais fait un abord prépsoatique gauche, j'ai décidé par mesure de sécurité, pour ne pas avoir besoin de mettre une sonde urétérale ou pour avoir une lésion de l'urtère, j'ai décidé de passer du côté droit pour faire le temps circonférentiel, donc temps postérieur, libération foraminale et temps de lombotomie droite. Voici les radiographies en post-opératoire immédiat. Et là, contrairement à un an auparavant, aucune amélioration sur sa cruralgie. Donc je me suis dit que peut-être que j'ai laissé quelque chose dans le foramen. Donc, scanner post-opératoire immédiat. Son foramen était plutôt large. Il n'y avait pas de contrainte radiculaire franche. Donc elle a gardé ses douleurs crurales droites. Donc après, je pense que vous connaissez un petit peu la chanson. Donc du TENS, de la prégabaline, de la gabapentine, de la... Bon, voilà. Ensuite, quand on a commencé, donc on a continué à la suivre. On a un confrère qui est médecin rééducateur, qui est branché douleur. On a fait l'interrogatoire avec le score DN4. Vous savez que c'est le score pour savoir si le patient présente des caractéristiques très neuropathiques de sa douleur. On avait un score à 6 sur 10. Après plus d'un an d'essai de médicaments neuromodulateurs, on a décidé de l'adresser au centre antidouleur pour discuter un neurostimulateur. Et finalement, là, j'ai réussi à vous trouver une petite image, mais juste en haut, là, vous voyez le petit câble. Tu le vois pas, le pointeur ? Ouais, c'est bon. Donc tout en haut de l'image, là. Et puis ici, j'ai pu trouver une coupe scanner de l'endroit où on met la petite palette au niveau du canal rachidien. Et avec ce neurostimulateur, ça va beaucoup mieux. Donc, tout ce cas clinique, ce qu'il faut retenir, la première des choses, c'est qu'il ne faut pas abandonner les patients. Même si le patient vous paraît un peu loufoque, qui se fait des autosondages, alors qu'il y a, d'après les comptes rendus des urologues, tout va bien, que la chirurgie s'est bien passée, même si c'est une patiente qui vient avec des douleurs neuropathiques récidivantes pour la 3e fois, sans explication, il faut chercher. Donc il faut vérifier par tous les moyens que vous avez, que vous n'avez pas... qu'il n'y a pas une anomalie. C'est très facile de dire à un patient c'est un patient psy, etc. Donc c'est vraiment la dernière chose, c'est diagnostic d'élimination. Donc d'abord, il faut chercher par tous les moyens. Si vous retrouvez une anomalie à l'IRM, au scanner, vous pouvez avoir laissé un fragment osseux, vous pouvez avoir une vis qui touche une racine nerveuse, vous pouvez avoir un syndrome adjacent. Donc ça, c'est vraiment important de ne pas jeter, de ne pas abandonner les patients et de tout vérifier. Ensuite, il faut, en préopératoire, expliquer aux patients que vous pouvez, même si vous avez bien libéré une racine nerveuse, le patient peut garder une douleur après une décompression. Et ça, c'est fondamental pour le suivi du patient et pour qu'il ait toujours confiance en vous et qu'il ne parte pas n'importe où, n'importe comment. Et que vous puissiez avoir le suivi et que vous puissiez le guider là où il faut. Et donc, vous voyez, on dit souvent que les séquelles, on va pouvoir les établir à 1 an et demi. Et il faut, en fonction de la sévérité, discuter, en fonction de la douleur, en fonction de la gêne fonctionnelle. Si elle est modérée, ce n'est pas tout à fait la même chose que si c'est quelqu'un qui se tord de douleur en permanence. On va aller des traitements médicaux. Et en tout cas, à Lyon, on a tendance plutôt à travailler avec un centre de la douleur qui va lui-même adresser ou non les patients aux neurochirurgiens spécialistes de la douleur pour discuter un neurostimulateur. Et je trouve que les patients, en tout cas, quand ils sont bien sélectionnés, ils sont très contents de leur neurostimulateur. Donc voilà ce que je voulais vous passer comme message aujourd'hui. Merci. Pensez que, qui parmi vous pose des neurostimes, sachant que c'est vrai que par tradition c'est un neurochirurgien. Moi aujourd'hui en tant que chirurgien du rachis, je me rappelle avoir fait un atelier chez Medtronic sur cadavre. Donc aujourd'hui on nous apprend aussi à le faire. Dans notre activité, est-ce que vous pensez que c'est bien d'avoir ça en plus dans notre arsenal, ou est-ce qu'il faut vraiment déléguer parce qu'ils feront vraiment beaucoup mieux que nous. Voilà. Alors,
Ça, c'est mon opinion, hein, je peux pas la généraliser, mais pour moi, la douleur séquelaire post-chirurgicale, je trouve que si c'est toi qui assures la prise en charge de cette douleur, ça peut être bien d'un côté, mais on peut considérer que tu as rendu t'as fait une espèce de clientèle captive. Et je trouve que d'avoir un regard extérieur de quelqu'un qui n'a pas été le nez dedans depuis le début et qui n'a pas de dette envers le patient, parce que tu te sens quand même un petit peu responsable de la situation. Et donc d'aller dire, bah, ça y est, maintenant j'ai une nouvelle solution, je vais vous mettre un petit boîtier, vous allez voir, c'est super. Ça fait encore, finalement, je t'en fais encore une d'opération. Tu vois. Donc je trouve que le fait de déléguer à un chirurgien qui fait ça et qui a la neutralité, entre guillemets, que toi tu n'as pas eu avec ton patient, moi, je trouve que c'est un plus. Et pour moi, clairement, même si maintenant j'avais la possibilité technique de faire de la chirurgie, de mettre des neurostimes, etc., moi, je ne le ferais pas sur mes patients. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Eh ben, Je pense qu'on peut poser le stimulateur. Par ailleurs, la sélection des patients qui vont être opérés doit être faite par une équipe pluridisciplinaire dédiée. Oui, tout à fait. C'est pour ça que nous, on passe par le centre antidouleur. Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Je suis assez d'accord avec Ahmed de pouvoir proposer ça dans son arsenal. Ce n'est pas l'exclusivité du neurochirurgien. Ailleurs, en Europe de l'Ouest, en Angleterre aussi, il y a des anesthésistes qui le font en percutané. Après c'est une solution bout en bout. Je sais pas, le regard que vous avez sur ça, de déléguer, c'est peut-être bien, mais il y a certains chirurgiens qui le font et les patients s'en satisfait. Mais le tout, c'est la sélection du patient, un avis psy qui est ponctuel, mais qui n'est pas forcément, nécessaire. Mais je pense qu'on peut la proposer. Voilà, on peut être à 2 ou à 3 dans l'équipe. Et puis, on pose les implants du confrère, peut-être. Enfin, oui, c'est bien sûr, ça c'est pourquoi pas. Ouais. Surtout quand on est dans des villes où on n'a pas accès à tout, en fait. Bien sûr, ouais, c'est une idée. Ouais, bien sûr. Après, si le geste technique n'est pas très compliqué quand même, ces patients-là, on ne les voit pas une fois. Hein. Il faut les suivre sur une longue distance. C'est pas si simple que ça, en fait. Donc, à mon sens, si pour en faire moins de 10 par an, il vaut mieux les laisser à des équipes qui ont l'habitude, parce que sinon ça va être vraiment un nid en merde. Il faut faire les réglages, puis il y a les explantations, etc. Donc je pense qu'il vaut mieux déléguer à une équipe spécialisée, quoi. Merci pour vos questions. On a un peu de retard, donc on va passer la parole à Gaëlle, qui est neurochirurgien et qui en pose en plus régulièrement, donc elle pourra en plus probablement nous éclairer un peu là-dessus. D'accord, ok, merci. Juste pour rebondir du coup, moi, ça m'arrive d'implanter mes malades. Après, c'est une technique qui n'est pas très compliquée, mais il y a plein de petits trucs. Et quand ça commence à être galère, ça se complique encore plus. Donc, c'est quand même... effectivement, poser 10 par an, c'est pas l'idéal. Alors, hop. Donc ça, c'est le plan. Alors, je vais refaire un petit peu de physiopathologie pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, la stimulation médulaire. Il faut repartir du fonctionnement de la douleur. La transmission donc, de l'information douloureuse se fait par les fibres de petit diamètre qu'on appelle les fibres à delta et C, qui transmettent la sensibilité thermoalgique. Cette sensibilité, cette information arrive au niveau médulaire et va être inhibée par un interneurone de la substance gélatineuse. Et vous allez comprendre après, il y a une logique. Cette activation de cet interneurone inhibiteur se fait par les fibres de gros diamètre, donc les fibres à alpha, à bêta. En pratique, quand on se cogne le genou, on active les fibres à delta et C, donc on a mal. Le réflexe, c'est de frotter, parce qu'en frottant, on va activer les fibres à alpha, à bêta et inhiber le passage de l'information douloureuse. C'est ça que ça veut dire. Et la stimulation médulaire fonctionne sur ce principe. Ça, c'est le schéma classique. Donc, en pratique, il y a 2 types de douleurs. Il y a ce qu'on appelle la douleur par excès de nociception. Donc, je tape sur mon genou, j'ai mal, j'active les fibres à delta et C. Et il y a la douleur neuropathique. La douleur neuropathique, il n'y a pas d'information nociceptive extérieure, c'est le nerf qui est abîmé. Et comme il est abîmé, il fait mal parce qu'il n'arrive pas à inhiber les informations douloureuses. Vous me suivez ? Et donc, la stimulation médulaire va être indiquée dans ce type de douleur, quand le nerf est abîmé. Donc, en pratique, les Feedback Syndrome Surgery, puisque les radicelles sont abîmées par la compression discale,
également dans les amputations, également dans les algodystrophies, bon, pour des phénomènes un petit peu différents. Le principe, c'est ça. Et on va aller poser les électrodes donc, sur les cordons postérieurs, donc au niveau des faisceaux graciles et cunéiformes. Donc ça, c'est votre coupe axiale de moelle, hein. L'avant est ici, l'arrière est ici, c'est difficile. Donc on va poser directement sur les faisceaux graciles et cunéiformes donc, pour activer directement les fibres alpha et bêta. Alors, les indications, donc c'est les douleurs neuropathiques, donc les douleurs qui résultent d'un fonctionnement anormal, donc des lésions nerveuses. En pratique, c'est les douleurs neuropathiques du Feedback Syndrome Surgery essentiellement, et puis les autres syndromes douloureux régional chroniques. Donc, pour reconnaître une douleur neuropathique, donc c'est le score DN4 qui va nous aider un petit peu avec des douleurs qui ont des caractéristiques particulières, donc des brûlures, des sensations de froid douloureux. Donc, on a ce petit questionnaire qui a été établi et on dit que si on a plus de 4 sur 10, a priori, c'est une douleur neuropathique. Alors, en pratique, j'ai essayé de faire un petit peu comment on les prend en charge chez nous. Disons qu'on a une douleur post-op de lombo-sciatique qui évolue depuis plus de 6 mois. Soit c'est après une décompression simple, donc hernie discale, canal lombaire étroit. Donc bien sûr, on fait une IRM pour rechercher soit une compression persistante, soit une discopathie inflammatoire. Dans ces cas-là, on va proposer une réintervention s'il y a une cause mécanique. Si on a un doute sur une compression, nous, on a un neurologue chez nous qui fait des électromyogrammes, donc il nous aide quand même pas mal. Soit il y a une compression active et on redécomprime, soit il n'y a pas de compression, il y a une douleur plutôt neuropathique. Dans ces cas-là, on envoie au centre antidouleur. Et bien entendu, s'il n'y a pas de compression, on envoie au centre antidouleur. Nous, on a un centre antidouleur chez nous, avec un neurologue et du coup moi. Si c'est après arthrodèse, donc on fait IRM ou scanner, on recherche une pseudarthrose ou une compression persistante. S'il y en a une, on réintervient. S'il n'y a pas de compression, on envoie au centre antidouleur. Et on discute tous nos dossiers en staff, donc avec cette double lecture ortho et neurochir, ce qui est très intéressant. Les critères de sélection donc, pour les stimulations médulaires, il faut que ça soit une douleur au moins de plus de 6 mois, pharmacorésistante au traitement donc, qu'on va détailler un petit peu, et soit des gens qui ne sont pas bien soulagés par les médicaments, soit qui ne tolèrent pas ces médicaments qui sont quand même très très lourds. Donc les médicaments, c'est effectivement le Lyrica, la gabapentin. On fait un avis psy très facilement parce qu'en fait la douleur chronique engendre un syndrome dépressif. Le syndrome dépressif va aggraver la douleur chronique, donc il faut traiter la dépression s'il y en a une. Et tous les patients implantés vont avoir un avis psy aussi pour éliminer des gros troubles du comportement ou ce genre de choses. On fait un bilan électrophysiologique qui n'est pas totalement obligatoire, mais qui est quand même fortement recommandé, pour vérifier que les voiles lamniscales sont intègres. C'est-à-dire typiquement la myélopathie cervicarthrosique, on ne va pas mettre un stimulateur médulaire puisque les cordons postérieurs sont altérés, donc ça ne va pas fonctionner. Donc en pratique, la séquence, donc on sélectionne nos patients, on met en place une électrode test, on fait une période de test et ensuite on met le système complet. Donc le premier temps, c'est une pose d'électrode. Alors il y a effectivement 2 types d'électrodes, les électrodes percutanées ou les électrodes chirurgicales. On essaye dans la majorité des cas de mettre une électrode percutanée. Donc en fait, on pique avec une aiguille, donc ça les anesthésistes le font dans certains centres. On pique avec une aiguille de touillis et on monte une électrode qui est une électrode assez fine. Voilà, donc là vous avez les électrodes percutanées, donc c'est des électrodes toutes fines. L'intérêt, c'est que c'est moins invasif et on fait un réveil péropératoire du malade. Donc on peut la positionner exactement là où il faut. On la met sous neuroleptanalgésie, on le réveille et on lui dit c'est bon, vous sentez bien les paresthésies, hein, on descend un peu, on monte un peu. Donc ça, c'est pas mal. Le problème, c'est que souvent, c'est chez des malades qui ont déjà été opérés, donc il peut y avoir de la fibrose, donc on peut ne pas passer. Dans ces cas-là, on met une électrode chirurgicale, donc il y a une électrode qui est beaucoup plus large, qui va nécessiter un abord interépineux. Donc c'est plus lourd en termes de douleur, mais au moins on est sûr de passer. Alors c'est en ce sens que quand c'est que des anesthésistes qui le font, du coup ils ne peuvent pas mettre les électrodes chirurgicales. Quand tu dis on monte et on descend, c'est en hauteur sur la moelle ou... Ouais. Pas la stimulation, c'est tu montes. Ouais, on peut monter aussi l'intensité, mais on peut aussi monter l'électrode. L'électrode chirurgicale, elle est plus large, et on ne va pas réveiller le patient pendant la pause. Donc, mais comme elle est plus large, on a des capacités de programmation plus importantes. La percutanée, il faut vraiment être au bon endroit. Qu'est-ce qui est intéressant en montant ou descendant? C'est quoi l'idée? C'est que quel est l'intérêt de monter ou descendre ton électrode? C'est pour être sûr d'être en zone médulaire ou c'est parce que... Non, c'est-à-dire que le patient, il va dire j'ai la paresthésie, mais elle s'arrête au genou, j'ai pas le pied par exemple. Donc on va la descendre un petit peu plus bas pour avoir le pied. D'accord. Pour pouvoir bien couvrir la zone douloureuse. Okay. Donc on a mis notre électrode. Alors, donc on fait une incision dorsale, on met l'électrode. On relie à des sortes de rallonges, en gros, et on met des extensions. Et ça va être relié à un boîtier test, qui est externe. D'accord ? Avec ça, on fait la phase test. Alors ça, j'ai mis ici en haut le tunnelisateur
qui permet de passer de l'incision dorsale au point de sortie des extensions. Donc on fait une phase test et on voit, donc ça c'est les stimulateurs externes avec une petite télécommande. Voilà. On voit avec le patient. Il faut qu'il soit soulagé de plus de 50% et qu'on couvre au moins 80% de la zone douloureuse. Et après, soit il dit bah non, ça fonctionne pas, ça marche pas, on enlève l'électrode. Soit il dit ouais, je suis bien amélioré. Et dans ces cas-là, on fait le deuxième temps. Alors, il y a quand même un phase test au moins de 5 jours. Donc suffisamment pour pouvoir voir s'il est amélioré et pas trop longtemps pour éviter le sepsis. Et deuxième temps opératoire, alors on reprend l'incision dorsale, on déconnecte les câbles temporaires, là, les rallonges, et on va les enlever par ici pour éviter de les remonter par la cicatrice pour éviter le sepsis. Et on tunnelise notre électrode, donc le malade est en décubitus ventral, pardon. Et on fait une incision en haut de la fesse et on va mettre le boîtier définitif. Donc le boîtier, c'est une sorte de pacemaker. Voilà, c'est ça. C'est à peu près grand comme ça, épais comme ça. Et on met ça dans la partie haute de la fesse. Et il a une télécommande externe qui lui permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil et d'augmenter ou de baisser l'intensité. Et le technicien, il a un iPad pour programmer, savoir quel plot il va activer, quelle programmation il va faire. Voilà, donc en pratique, ça donne ça. Il y a des boîtiers donc, qui sont soit rechargeables, soit non rechargeables. Et le patient, il met une ceinture, il se recharge 3 heures toutes les 2 semaines pour recharger son boîtier. Il n'empêche qu'il y a quand même une usure et qu'il faut les changer tous les 5 à 10 ans. La programmation donc, se fait par un iPad externe. Bon, voilà. Alors, j'ai fait un tout petit peu de biblio pour avoir quelques éléments. Donc, l'indication essentielle qui nous intéresse, c'est le Feedback Syndrome Surgery. C'est quand même 10 à 40% des patients. Donc, l'efficacité, 77% des patients ont une amélioration de plus de 50% à 6 mois. Alors, c'est pas génial, mais vous les connaissez, ces malades, c'est des malades qui sont vraiment en bout de course, on ne sait pas quoi leur proposer. Donc, il faut relativiser par rapport à... Voilà. À 2 ans, l'efficacité s'amoindrit un petit peu et c'est surtout qu'on est assez efficace sur la radiculalgie, donc 71% des patients, un petit peu moins sur les lombalgies. Mais il y a quand même une diminution significative de l'utilisation des opioïdes et les patients sont satisfaits. Ce qui est important, il ne faut pas leur vendre du rêve. Il ne faut pas leur dire « vous n'allez plus avoir de douleur, c'est génial ». On va vous mettre quelque chose qui va vous permettre d'améliorer les douleurs. Mais il faut être logique dans les objectifs. Comment tu expliques la diminution des lombalgies ? Alors, les nouvelles électrodes, notamment les électrodes chirurgicales, en fait, on fait des stimulations horizontales. Donc, on a aussi une amélioration de la lombalgie. La lombalgie passe par l'autre type de nerfs, non ? D'autres fibres nerveuses ? C'est pas des... Dans ton schéma que tu avais montré, on a l'impression que tout ce qui est neurogène, c'est plutôt en haut, et tout ce qui était plutôt mécanique et douloureux, c'était plutôt dans les fibres d'en bas, et tu disais que ça pouvait marcher, la neurostimulation, que sur les fibres d'en haut. Donc, comment la lombalgie est soulagée ? En fait, ça va marcher quand il y a une lombalgie neuropathique. Ça ne marche pas sur la lombalgie articulaire postérieure ou avec une discopathie inflammatoire. Mais quand il y a une part de lombalgie neuropathique, ça fonctionne. Il y en a même qui mettent des électrodes sous-cutanées. Comment on fait le diagnostic de lombalgie neuropathique ? Alors, jusqu'à maintenant, en fait, on disait aux patients, on vous implante pour la radiculalgie. Et s'il y a un peu de lombalgie, peut-être qu'on va arriver à vous soulager. Maintenant, on recherche la lombalgie neuropathique avec le score de N4. Et puis, c'est un diagnostic d'élimination. C'est-à-dire qu'il faut éliminer la discopathie inflammatoire, il faut éliminer l'arthrose articulaire postérieure. S'il reste quelque chose, on va dire que c'est neuropathique. Mais c'est surtout normalement la douleur radiculaire qu'on améliore, neuropathique. Justement, dans votre décisionnel pour éliminer entre une origine neuropathique ou compressive, j'ai du mal à comprendre comment l'EMG va être discriminant. Parce que l'EMG, il va dire une souffrance radiculaire, mais comment est-ce qu'il va dire la souffrance radiculaire d'origine mécanique ou neuropathique ? Alors nous, on a un super neurologue qui nous dit souffrance radiculaire active ou séquelaire. Alors après, s'il y a une compression sur l'IRM, voilà. Et c'est un argument supplémentaire. Mais nous, il arrive à ça. Le score des N4 quand même aide dans le type de la douleur. Quand on a un doute, on fait un test au corticoïde. Si le test au corticoïde est positif, c'est plutôt en faveur d'une compression active. Bon, c'est pas blanc ou noir, hein, mais voilà. Après, tous les patients sont vus par le neurologue qui est algologue également et qui valide la douleur neuropathique. Le travail pluridisciplinaire est absolument indispensable. Effectivement, je pense que l'orthopédiste qui voit son malade et qui retient tout seul l'indication de stimulation médulaire, c'est pas une bonne idée. Enfin, orthopédiste ou chirurgien. Les complications... Je continue, oui. Les complications, alors il y a pas mal de complications, c'est pas très compliqué, mais il y a plein de gadins impossibles. Il y a des électrodes qui peuvent migrer, donc il faut les fixer. Il y a des infections à cause de la phase test.
Il y a des pertes de paresthésie parce que l'électrode a un peu bougé. Donc il y a quand même 24% des patients qui nécessitent une réintervention. Donc c'est beaucoup. Mais même ceux qui ont une réintervention, ils disent c'est pas grave, j'y retourne, quoi, même s'il faut. Après, c'est des petites interventions, c'est pas super douloureux. Changer un boîtier, c'est 3 fois rien. Enfin, voilà. Donc il y a quand même une reprise du travail. Alors c'est pas énorme, mais c'est 15% des patients qui ont une stimulation médulaire contre 0% de la prise en charge médicale conventionnelle. Au niveau du coût, donc l'appareillage coûte assez cher, parce que c'est à peu près 20 000 € le boîtier. C'est pour ça qu'on fait la chirurgie en 2 temps et qu'on ne l'implante pas d'emblée. Mais au bout de 2 ans et demi, le coût s'inverse parce que les malades reprennent un peu le boulot, consultent un peu moins, utilisent un peu moins d'antalgiques. Donc en conclusion, on peut dire que ça a une très bonne efficacité dans des situations d'impasse thérapeutique. Hein, voilà. Les complications, donc c'est l'hématome épidural avec quand même le risque de paraplégie puisque l'électrode elle est en dorsale. Donc effectivement, si on a c'est comme un hématome épidural, on y va tout de suite, on ne fait pas l'IRM, on fait la laminectomie en regard de l'électrode, la gestion habituelle d'un hématome post-op. Le sepsis, le taux de sepsis est assez important à cause de la phase test avec cette électrode à la peau pendant 5-6 jours. Donc c'est pour ça qu'on essaye de diminuer le temps de phase test. Parce que dans ces cas-là, on doit faire une ablation du matériel, une repose 6 mois après. Et puis il y a des risques de dysfonctionnement, c'est du matériel électronique. Alors il a beau être ultra perfectionné, il y a des fois des déconnexions, des cassures. Bon, voilà. Mais l'idée c'est que les malades qui vont pas bien, on peut leur proposer quelque chose et dans les bonnes indications, ils sont vraiment contents. On va pas tous les implanter, mais ceux qui le nécessitent, il y a vraiment un gain de qualité de vie. Voilà, je pense que c'est fini. Voilà. Je peux juste poser une question. Est-ce que tu as une expérience sur la neurostimulation périphérique? J'ai entendu parler de ça et ça semble être intéressant. Je crois que Ahmed a une expérience. Est-ce que toi, tu en as une expérience de ça? Il y a des non-médecins et même aussi les anesthésistes de la douleur ici à Paris, à la clinique du Parc Monceau qui font ça. C'est les anesthésistes de la douleur. Ils font de la neuromodulation périphérique. Il va aller choper L5 en profondeur sous écho, enfin je sais pas comment ils font, et ils font un reboot du nerf en fait. Et personnellement, j'ai vu ça sur mes patients qui avaient des douleurs neuropathiques. Il leur a fait 2 séances, il est sorti de là, il n'avait plus de douleurs neuropathiques. Mais parfois ça ne marche pas. Et voilà. Et c'est un nouveau truc. Ils ont même eu un diplôme. C'est surtout des kinés, des ostéopathes qui se forment à ça. Ils ont un diplôme de neuromodulation périphérique. Ils se mettent où En distal, ils se mettent sur le nez en périphérique. C'est pour ça que c'est que périphérique. Que L5, ouais. Et en fait, moi, ce qui m'avait expliqué un peu, j'ai jamais vu de patient encore, etc. Mais c'était intéressant parce que c'est vraiment côté la petite douleur qui persiste en post-opératoire. Une douleur qui persiste en post-opératoire type neuropathique. Sur une sciatique, quelque chose de plutôt plus classique, hein, pas, je pense, les mêmes malades que toi, mais ça avait l'air de rajouter une petite corde, en effet. J'ai même vu des récupérations motrices sur des déficits des releveurs, par exemple. Ça réexcite le nerf et en fait, ça aide à la... Il y en a qui récupèrent tout seul aussi. Ouais. Mais c'est transitoire ou c'est permanent l'électrode? Transitoire. C'est une séance. C'est une ou deux séances. Bah, physiopathologiquement, c'est pas... Enfin, j'ai pas l'explication. Mais... D'accord. Ils ont parlé vraiment comme un reset du nerf. C'était ça qui était intéressant. J'avais une question. Est-ce que pour les plus jeunes, est-ce que tu peux nous redire, en cas, par exemple, tu as des patients qui viennent avec un neurostime, ils font une hernie discale ou tu as besoin d'une opération. D'abord, comment on fait? Est-ce qu'on peut leur faire une IRM? Deuxièmement, si tu dois opérer, est-ce que tu peux toujours... Parce que tu entends toujours des trucs, le patient qui dit non, moi, mon chirurgien m'a dit surtout pas de bistouri électrique, etc. Tu peux nous donner un petit peu la conduite à tenir quand on a un patient avec un neurostimulateur? On est toujours un petit peu gêné, quoi. Alors, les IRM, ça dépend. Les nouveaux neurostimulateurs sont compatibles IRM, mais ça fait 2-3 ans. Donc, la plupart des anciens ne le sont pas. Alors, en théorie, le bistouri électrique est contre-indiqué. C'est ma seule expertise pour le coup, donc voilà. En théorie, il est contre-indiqué parce qu'il peut, en fait, flinguer le boîtier. Donc, je pense que ce qui est important, c'est... si je dois reprendre un malade, je ne dois pas le faire sans bistouri électrique. Donc, je pense qu'il faut informer le patient, parce que moi, je ne l'avais pas fait sur ma procédure. Je vais utiliser le bistouri électrique parce que ça diminue le risque d'hématome épidural. Il y a un risque de flinguer le boîtier. Changer un boîtier, c'est changer un pacemaker, donc c'est pas grave. Il me paraît plus cohérent de l'informer au début et de quand même utiliser le bistouri électrique, mais bien lui préciser qu'effectivement, ça peut flinguer le boîtier. Voilà. Ouais. Ouais, après...
Et c'est compatible C'est compatible avec tous les stimulateurs, les pompes, D'accord. tout ça. Ouais. On a vu dans le dossier de Marc qu'au bout de 18 mois, il a fait appel à un centre de la douleur. Dans ton expérience, effectivement, il y a toute une enquête à faire pour éliminer une compression mécanique, un syndrome adjacent ou une récidive. Quel est le timing dans lequel tu trouves idéal, ou une fourchette, pour qu'on commence à réfléchir à mettre en place une électrode de stimulation médulaire? Certes, mieux vaut tard que jamais, mais on sait aussi que ces gens s'enquistent dans une situation avec une dégradation globale de leur vécu personnel douloureux et tout ça. Donc, est-ce qu'il finalement... moi, je me rappelle quand j'étais interne, on les envoyait à la douleur. Ça nous arrangeait bien quand on y pensait, quoi. Maintenant, est-ce qu'on devrait être plus proactif, et dès qu'on a vite, au bout d'un certain temps, quelques mois, vérifié qu'il n'y a pas d'éléments mécaniques, tout de suite t'adresser à la douleur pour essayer de les stimuler plus vite que ce qu'on faisait par le passé? C'est vrai qu'on n'attend pas forcément des lustres. En fait, nous, le malade qui va pas bien, on l'envoie à notre neurologue. Il essaye les molécules habituelles, mais il peut le renvoyer au bout de 6 mois. Puis après, on sent un peu le patient, mais on va pas forcément attendre 2 ans. Non, tout à fait. Parce qu'effectivement, après, il y a les phénomènes de chronicisation qui font qu'on s'en sort pas. Une dernière question. Oui. Est-ce que dans votre expérience, vous avez eu des explantations? Et si oui, est-ce que la phase test s'est bien passée? Est-ce que l'analyse psychologique s'était bien passée? Et aussi, j'ai juste une petite question technique sur le choix fesse ou abdomen. Est-ce que les patients tolèrent bien, ou vous le faites systématiquement à la fesse? Alors, je vais répondre à la deuxième question, elle est plus facile. Avant, on mettait dans l'abdomen et en fait, ça bouge avec la ceinture, ils sont pas très à l'aise. L'autre problème, c'est qu'il y a quand même pas mal de reprises. Quand on est dans l'abdomen avec une électrode en dorsale, ça fait des procédures en décubitus latéral, ce qui est pas pratique. Au moins, quand on est dans la fesse, on le met en décubitus ventral et on peut tout faire. Donc techniquement, c'est plus pratique. Ils voient pas le boîtier, donc psychologiquement, c'est moins embêtant. Et globalement, ils le tolèrent beaucoup mieux, en fait. C'est dans le haut de la fesse, en visant en dessous de la ceinture, voilà. Et c'est mieux toléré. Les explantations, on en a quelques-unes. Alors, la phase test, normalement, on essaye de la faire... déjà, la sélection en amont, c'est là que c'est le plus important. On a quelques explantations. Après, ça reste des malades quand même très particuliers parce que c'est des douloureux chroniques. Donc oui, on a quelques explantations. Merci beaucoup Marc, merci Gaël.